I've been coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. I drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I go so yo. Everybody know I'm on it. You know when the click through to the send this part to be a show be fun. Bonjour à tous, je suis Luc et bienvenue chez Coco. Alors c'est une joie, comme toujours, pour moi de vous recevoir dans ce beau loft de l'Avenue des Ailes, une nouvelle occasion passionnante de découvrir des personnalités au parcours de vie exceptionnel, des personnalités très inspirantes par leur vision, leur expérience de vie, leur qualité d'être et la mission incroyable que parfois ils portent pour nous. Aujourd'hui, on s'envole en direction des ondes radio à la rencontre d'un ex-petit soliste devenu fan des playlists, d'une mascotte d'église, apôtre du rire comme psychanalyse. C'est d'abord debout, sur un cajot de pommes, que sa vie prit goût de téter le microphone. Entêté qu'il était de tenter, bille en tête, de crier sur les ondes son amour de la fête, il trouva sur la route deux complices, deux esprits mitraillettes, fous d'envie comme lui de dire à la planète qu'une grande gueule clairvoyante est un vrai médecin pour une société trop sérieuse qui rit plus de rien. Wow. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir Richard Turcotte. Bienvenue, Richard. Salut, Luc. Merci de me recevoir dans ton beau loft. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais me faire le tour? Peux-tu aller en arrière me montrer la Bien, je ne peux pas, parce que ce loft est particulier. Il n'existe que dans une seule dimension. C'est les appartements à Paris. C'est tellement c'est ça. C'est toujours comme ça à Paris. Il n'y a qu'une dimension. Il faut faire avec. Oui, voilà. Est en 3 dimensions. Alors moi, je suis ravi de vous accueillir dans cette émission parce que vous êtes un peu une légende déjantée des ondes québécoises. Un mousquetaire, comme on dit chez nous à Paris, un mousquetaire de la joie communautaire et un des grands animateurs shootés au bonheur. Alors, me voici un peu à la place que vous avez d'habitude, celle de la console. Et puis, voilà, vous êtes l'invité que j'ai envie de cuisiner. On va parler peut-être italienne. Alors, préparez-vous, on va peut-être parler un français avec l'accent du parisien, vous voyez, un peu comme ça. Du coup, c'est comme ça. Alors, fidèle à la tradition, d'abord, je vous propose qu'on retrace un peu en quelques mots ce que votre parcours a de beau. Alors, vous êtes né à Sherbrooke, au Québec, en 69. Votre père était assistant gérant dans un magasin. Votre mère travaillait dans un hôpital. Alors, votre père est musicien, était membre d'un orchestre et puis organise dans une chorale à l'église du quartier. Votre mère, fidèle pratiquante, fréquentait assidûment l'église aussi. Et puis, elle vous obligeait, vous et vos frères, au passage à la même situation. Vous êtes le dernier garçon d'une fratrie de 2 frères de 4-6 ans plus vieux que vous, choriste, soliste et finalement qui serviront un peu pendant votre enfance de modèle et d'éclaireur dans votre passion pour la musique. À 15 ans, votre frère Daniel vous vend sa disco mobile et vous allez ainsi comme ça commencer à animer des soirées, dont les danses du vendredi de votre école, en persuadant votre directeur de vous embaucher pour les animer. À 16 ans, vous commencez à comprendre que vous voulez faire de la radio. Vous allez donc vous inscrire au Cégep de Jonquière en technologie des médias, mais là, les notes sont peut-être pas encore assez à la hauteur, et ce qui fait que vous êtes sur la liste d'attente. Alors, vous essayerez par tous les moyens, on en parlera tout à l'heure, et toutes les techniques de persuasion de pouvoir être quand même récupérées au sein du Cégep, mais il n'y se passera rien. Et finalement, vous pensez que votre destin est foutu, que vous ne pourrez plus aller vers votre passion. Vous touchez le fond en pleurs pendant 1 heure dans les bras de votre blonde à l'époque. Après, vous reprenez courage, vous allez former finalement auprès d'écoles privées, et puis en parallèle, vous êtes DJ, animateur, et vous travaillez dans un magasin qui installe des systèmes de son pour les voitures. Un de vos clients de l'époque travaille sur Énergie, du moins la radio qui s'appellera ensuite comme ça, et vous lui demandez de pouvoir assister comme ça en catimini, dans un petit coin, à une émission. Vous allez rencontrer après Richard Marquis, un peu votre plus grand soutien, qui est à la technique et qui est un super DJ très talentueux aussi, et qui va vous apprendre le soir les rouages de la radio. Le temps avance, la carrière commence à prendre place, et puis en 2001, vous déménagez à Montréal, et là, vous êtes recruté pour animer l'émission du retour à la maison aux côtés des célèbres grandes gueules dans la radio Énergie. Alors, à partir de ce moment-là, Richard, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Mais d'abord, il faut savoir que pour nos amis français, il y a les grandes gueules en France qui ne sont pas du tout du même style que les grandes gueules ici au Québec. Ici, c'est vraiment un duo humoristique qui fait des personnages. Donc,
ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les Grandes Gueules faisaient une tournée sur scène à ce moment-là. Et lorsqu'ils allaient dans différentes villes où il y avait une station de radio Énergie, donc leur station sœur, parce que les autres étaient aussi en ondes à Montréal, ils sollicitaient la station pour aller faire un tour dans l'émission du matin, pour aller évidemment mousser les ventes de leur spectacle dans la même ville. Et moi, je les connaissais bien justement du fait que Richard Marquis, qui m'a montré à faire de la radio, qui est un peu mon mentor, était rendu avec eux autres maintenant pour réaliser l'émission de radio. Donc, quand ils sont venus dans mon émission, Les Grandes Gueules, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils avaient été un peu épatés du fait que j'étais à la console, puis à l'époque, c'était des cassettes et des disques qu'on insérait, qu'on enlevait, qu'on manipulait, en fait, ni plus ni moins. Donc, on était toujours un peu, là, je sais que je le fais physiquement, là, mais on était toujours un peu en train de jongler avec un disque, une cassette, 3 cassettes, 2 cassettes, mais il fallait garder le focus aussi avec nos invités. J'avais aussi des collaborateurs, donc j'étais un peu le maître d'orchestre de tout ça. Et eux autres étaient en train de faire un peu Ils cherchaient un nouvel animateur parce que leur animateur s'en allait dans l'émission du matin à Montréal. Donc, en faisant leur tournée, ils regardaient un peu qui il y avait dans le réseau Énergie qui avait du potentiel. Et ce qu'ils m'ont dit par la suite, c'est que je les avais épatés du fait que j'étais capable de faire tout ça en même temps. Donc, c'est là qu'ils m'ont recruté. Mais ce qu'il faut aussi savoir, puisque c'est un peu je pense, le sous-texte de ce qu'on est en train de faire là, moi, je l'avais exprimé, le sentiment, en fait, le désir de vouloir aller à Montréal et de travailler en équipe. Si je n'avais pas exprimé ce sentiment-là, probablement que je n'aurais pas ouvert aussi cette espèce de canal-là pour me rendre à Montréal. Peut-être que ce serait arrivé quand même, mais je dis tout le temps, si vous avez un projet, parlez-en au plus de gens possible. Parce que, oh oui, peut-être vous allez vous faire copier, mais ça, vous allez peut-être vous faire copier de toute façon, même si vous n'en parlez pas. Puis vous allez dire, ah oui, mais moi, je l'avais l'idée. Oui, mais tu n'en as pas parlé, tu l'as gardé en dedans de toi, c'est quelqu'un d'autre qui a eu la même idée. Fait que tout ça est possible, mais moi, je suis de cette école-là. Lorsque j'ai un projet en tête, j'en parle parce que j'ai l'impression que je lance dans l'univers une action qui va revenir. Donc, j'aimais ce que je veux qu'il revienne aussi. Je l'avais dit. Ils m'ont recruté. Je suis parti à Montréal. Puis, les codes d'écoute étaient déjà très bonnes. Mais dans ces 2, 3, 4 années-là, les premières années qu'on était ensemble, on s'est rendu, on a continué de monter et on est devenu l'émission de radio la plus écoutée au Canada à l'époque. Et alors, il y a quand même aussi l'expérience avec Christian Sbroca, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Comment ça a commencé entre vous? Christian, d'ailleurs, était venu voir, il connaissait mon collègue Mario des Grandes Gueules, était venu voir une émission comme ça parce qu'il aimait beaucoup ce qu'on faisait. Et j'avais un peu compris qui il était, qu'est-ce qu'il faisait, un auteur-compositeur. Et donc, à un moment donné, il est venu me porter son album, nouvel album. Et vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour l'artiste. Et c'est là où, parce que quand il est venu en studio, je faisais mon boulot, puis on n'avait pas eu vraiment d'atomes crochus plus que ça parce que je n'avais pas le temps. Puis, bref. Et quand j'ai écouté l'album, le fond de l'album, j'aimais le côté très mettre ses tripes sur la table. Je trouvais vraiment qu'il était très généreux de son intériorité, si on veut. Et puis, ça m'avait touché. C'était pas parfait, puis j'aimais ça aussi, le côté de dire « Hey, je suis ça, voici ce que je suis », mais avec beaucoup de vérité. Je me souviens à l'époque d'avoir ouvert le bottin des artistes. On recule quand même, là. J'avais trouvé son nom et je lui avais téléphoné. Je lui avais laissé un message pour lui dire « Hey, ton album, wow, incroyable, pour telle raison. » Puis je donnais. Le lendemain, il est venu me voir à la station. Là, on en a parlé en long et en large. On est allé dans ma voiture. J'ai fait écouter, regarde, là, je décortiquais ces chansons. Là, il me disait « OK, toi, t'es un peu cinglé. » Là. Je dis oui, vraiment. Et on est tombé en amitié. J'aime cette expression-là. On est tombé en amitié et on s'est rendu compte qu'on avait vraiment une passion pour la musique, mais incroyable. Tant et si bien qu'on se parlait de musique constamment, pendant des heures. On se faisait écouter des choses, et ainsi de suite. Et à un moment donné, je savais composer des chansons. Et il m'avait dit, j'ai un petit bout de chanson que je ne suis pas capable de dénouer. Je ne suis pas capable de faire avancer ma mélodie. Je dis, joue-moi ce que tu as, puis on verra. Donc, il était au piano, puis il a commencé à jouer cette espèce, on appelle ça une loupe. Ouais. Et là, je me suis mis à chanter une mélodie vocale là-dessus. Et là, il m'a regardé, il a continué.
ça a fini on a créé une chanson et ça n'a jamais arrêté depuis. On s'est mis à composer ensemble, écrire ensemble. Ensuite, on écrivait pour lui. Puis là, je lui ai dit, ouais, mais là, on ne peut pas écrire que des chansons pour toi parce qu'à un moment donné, tu vas en avoir assez, puis on va. Bien sûr. Alors, pourquoi on n'en écrirait pas pour d'autres? Donc, on s'est mis à envoyer ça. Encore une fois, on envoie ça dans l'univers. Oh, il y a des gens qui sont arrivés, on s'est mis à écrire pour d'autres. Là, ensuite, je lui ai dit, ouais, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. On n'a pas de studio. On arrive à faire des chansons. Quand vient le temps de faire un peu d'argent, on va voir un de nos amis qui a un studio, puis on lui donne l'argent qu'on aurait, donc il ne nous reste rien. Il faudrait qu'on ait un studio. Comme de fait, quelques semaines après, un de nos amis nous appelle, je lâche la musique, je vends mon studio. Ah oui, combien? On a acheté ça pour des picadilles. 2 semaines après, on avait un studio dans son sous-sol. Et il ne savait pas trop comment opérer la console, les ordinateurs. Ouais. Là, j'ai dit, là, il faut que tu apprennes. On ne peut pas laisser ça à d'autres encore une fois. Il s'est amélioré de façon incroyable. Donc, maintenant, il est réalisateur aussi. Ça lui a servi. Et ensuite, j'ai dit, bon, OK, là, on a un studio, on fait des chansons pour d'autres, c'est super. Mais moi, je fais de la télé. On fait de la musique, mais on ne fait pas de musique pour la télé. Ça ne fonctionne pas. Il faut. À partir de là, encore une fois, quand j'avais une émission que j'allais animer, dans le contrat, on disait, OK, mais il faut que Richard fasse la musique. Ben, Richard et Christian. Donc, on arrivait, on faisait des thèmes pour la musique. Je me souviens à l'époque, à un moment donné, bon, on avait fait quelques thèmes, quelques trucs. On m'a engagé pour une nouvelle émission du matin à la télé. Donc, ça, c'est 5 jours semaine, c'est 3 heures de temps. Là, même affaire, on dit, OK, mais Richard va faire la musique. Alors là, on avait tout un contrat parce qu'on avait le thème, les thèmes d'ouverture, fermeture et ainsi de suite. Toute la musique sous-jacente là, au sport, aux nouvelles, et ainsi de suite. Donc, il y avait de la musique partout. Ça a été des belles années pour nous parce que c'était une bonne école aussi. Puis il y avait quand même des sous rattachés à ça. Oui, donc, je pense qu'on est rendu maintenant, là, on a participé à peu près à une 20aine d'émissions de télé jusqu'à maintenant en termes musicaux. Comme quoi, il fallait juste en parler, puis faire arriver les choses. Fait que, moi, j'ai compris après que c'était le concept du connect the dots, donc connecter les points ensemble. C'est un peu comme si on regardait des étoiles, vous essayez de les connecter ensemble, mais les étoiles sont vos points d'intérêt. Donc, si on est capable de les connecter, bien, ça fait passer l'énergie beaucoup plus... c'est beaucoup plus puissant, en fait, parce que c'est comme si vous preniez tout ce que vous aimez et vous mettez ça ensemble. La force se décuple. Vous parlez de télévision, tout à l'heure on parlait de radio. Alors en 2008, les grandes gueules, elles s'arrêtent, elles font une petite pause. Alors comment vous tombez dans Salut, bonjour? Vous les connaissiez déjà? Comment ça se passe, hein? C'est une bonne question. Salut, bonjour, c'est arrivé avant donc l'émission que j'ai animée pendant 2 ans à la télé. C'est que l'animatrice avait eu un accident d'auto. Donc, on ne savait pas, puis c'était vraiment grave, là. On ne savait pas si elle allait revenir et dans combien de temps et dans quel état. Donc, ils ont fait des auditions, puis moi, j'ai passé l'audition, puis ça a fonctionné. Donc, je l'ai remplacé. En fait, pendant la pause des grandes gueules, pendant 2 ans, moi, je suis devenu morning man, donc matinier, dans la station concurrente, à C'est quoi? Et j'ai fait pendant 6 mois, je faisais aussi Salut, bonjour, week-end, donc la fin de semaine. Donc, moi, je travaillais 7 jours sur 7 pendant 2-3 mois. Ce qui était drôle, c'est que c'était toujours le matin. Donc, on se lève au milieu de la nuit. Et je me souviens que j'avais un réflexe, c'était de regarder le plafond. Si j'étais chez moi, j'allais faire de la radio. Si j'étais à l'hôtel, j'allais faire de la télé parce que c'était pas dans la même ville. C'était à Québec, la ville de Québec pour la télé. Puis c'était à Montréal pour la radio. Et alors, parce que moi, j'ai quand même vu les deux, je suis allé voir ce qui se passait avec les grandes gueules, puis après, je suis allé voir ce qui se passait du côté de Salut, bonjour. Alors, c'était pas le même personnage. Comment vous êtes passé du rigolard qui rigole tout le temps au gars sympa, mais sérieux quand même? Je vois toujours l'animation comme un rôle. En fait, quel est mon rôle? Parce que si tu n'es pas capable de faire ça, tu vas faire qu'une seule chose dans ta vie. Puis moi, je ne suis pas qu'une seule chose. Là, on se parle relativement sérieusement, on peut parler profondément, mais s'il y a quelqu'un qui vient faire des jokes, des gags, je vais être capable aussi. Donc, moi, je disais souvent que l'émission Salut, bonjour ou l'autre, ça commence bien que j'ai animé, c'est une émission où il faut que tu changes de masque constamment. Parce que une seconde, on blague, on a du plaisir, mais le segment d'après, c'est par exemple les informations. On commence avec un accident mortel. Il faut savoir descendre d'un cran, être dans le ton tout le temps. C'est ça un peu le défi
Mais moi, je m'intéresse à plein de choses, donc c'est un peu ça. C'est c'est le respect aussi de la personne, de l'intervenant. Si l'intervenant est drôle, on a le goût de faire des blagues, oui. Mais l'autre, une fois qu'il est sorti puis que l'autre intervenant, c'est sérieux, ben, c'est le respect de l'intervenant. Puis c'est pas mon show là, où je suis toujours en spectacle. Je suis au service de mes intervenants. En 2010, d'ailleurs, vous revenez avec les deux, là, ou comment ça se passe? Il y a un moment donné, vous recommencez avec eux. Pourquoi ils vous rappellent? Parce qu'ils vous aiment tellement qu'ils se disent, allez, il faut faire avec Richard? Ben, en fait, c'est que les gens qui nous avaient remplacés, ben, les codes d'écoute n'allaient pas très bien. Ah, OK. Et puis, en coulisses, on était en négociation, justement. Moi, j'étais à Sequoia à l'époque, donc la station concurrente. Puis là, il y avait des espèces de pourparlers pour qu'on s'en aille à cette radio-là. Puis ça s'est su du côté d'énergie. Puis là, on dit non. Nous, ça va pas bien. Vous n'êtes pas pour vous en aller là en plus. On veut vous avoir. Donc, il y a eu une négociation. Puis on s'est retrouvé à revenir à énergie pour 5 ans et demi. Moi, ce que j'ai trouvé aussi incroyable, c'est qu'à un moment donné, dans votre vie, il y a en 2015 quelque chose que je trouve vraiment bluffant, c'est que, en fait, les Grandes Gueules et vous êtes portés en dessin animé sur Télétoon. Oui, ça, c'était quelque chose qui se travaillait depuis longtemps, depuis des années, en fait. Mais c'était de savoir, il y avait de l'intérêt pour faire des choses avec les Grandes Gueules, extrapoler un peu cette espèce de phénomène-là que sont les Grandes Gueules. Et pour les gens qui les connaissent moins, il y avait beaucoup de personnages. Mais à la radio, les gens pouvaient s'imaginer de quoi avait l'air ce personnage-là. C'était vraiment très... Et justement, ça avait un côté dessin animé. Ah ouais. Donc, c'est là où des gens ont fait comme, OK, nous autres, on fait des dessins animés et on vous veut comme trame de fond de nos dessins animés. Alors, ils ont créé ça. C'est vraiment un travail de moine, là. Ils ont pris des extraits de sketchs qu'on avait faits et ils ont morcelé ça dans des épisodes. Un épisode avait toujours une colonne vertébrale, évidemment, mais avec un thème, comme par exemple, on se fait enlever par des extraterrestres. Mais là-dedans, il y avait toujours des personnages des Grandes Gueules qui entraient et il y avait des bribes de sketch, puis il y avait aussi d'autres choses d'ajouter, d'enlever pour que ça se tienne. Donc, c'est vraiment un travail exhaustif. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que nous, on faisait les voix avant les dessins. Donc, s'il y avait quelque chose qui fonctionnait moins, on ne faisait pas de la post-synchro, autrement dit. Donc, c'était plus facile pour nous qui n'avions pas d'expérience en post-synchro. Mais aussi, on pouvait jouer comme on voulait et eux autres collaient le dessin selon comment nous, on jouait. Puis moi, j'avais toujours rêvé, un jour, dans ma espèce de bucket list, je me disais, moi, je veux faire des voix pour des dessins animés. Mais jamais j'aurais pensé faire ma voix pour des dessins animés. C'est ça qui est bizarre. Je me retrouve en petit dessin animé, mais c'est moi. Vous êtes quand même un touche-à-tout, quand même. Il y a aussi la mise en scène d'un spectacle des Beatles Story. Alors, d'où ça vous vient, cette idée-là? Bon, en fait, c'est pas nous qui avons eu l'idée. Quand je dis nous, je reviens à Christian Sbroca, avec qui je faisais de la musique. Un contact d'un conférencier, Marc Gervais, qui était aussi producteur et qui avait cette idée-là. Il a vu un groupe qui personnifiait les Beatles, qui était excellent, et il a dit, je veux en faire un spectacle. Donc, un spectacle thématique, Beatles Story. Donc, Christian m'appelle, dit, hey, on aurait ce projet-là, parfait. On s'en va à Las Vegas, on s'en va voir des spectacles, on s'en va voir entre autres Love des Beatles, puis là, OK, on est là-dedans. Nous autres, on s'est dit, OK, il faut créer une histoire. Donc, on a vraiment écrit un spectacle de A à Z, on l'a construit de A à Z. Moi, j'avais un personnage là-dedans qui était virtuel, dans le sens où j'étais toujours sur des écrans. Mon personnage, on l'appelait Mr. Time, dans le sens où lui avait découvert une façon de voyager dans le temps, et sa passion, c'était les Beatles. Donc, il dit, je vais toujours pouvoir me retrouver, revenir au Cavern Club, revenir quand ils sont au Shea Stadium et ainsi de suite. Ça nous permettait à ce moment-là, quand moi je faisais ces interventions-là, de changer de décor à l'arrière. Donc, il y avait un côté technique à tout ça. Et puis, on a vendu 250 000 billets en 2-3 ans. Oh. Sauf que Sony, qui a les droits de Beatles, est arrivé puis a dit on payait les droits quand même, mais il disait on ne veut même plus que vous le fassiez, même si vous payez les droits. Parce que les autres avaient engagé un autre groupe qui personnifiait les Beatles pour passer au Québec. Finalement, ils sont passés au Québec et ont vendu 20 billets pour une représentation, tandis que nous autres, on était là puis on le faisait pour vrai. Alors, tout ça pour dire que ça a été une super belle expérience, mais quand ils nous ont soutiré les droits, moi, j'ai dit à Christian, ça, c'est incroyable, tant de travail, tant de succès. Alors, à partir de là, je dis, il faut qu'on fasse quelque chose d'original pour ne plus avoir à faire ça. Alors, j'ai écrit une comédie musicale originale. Là, je suis en train de travailler là-dessus pour essayer de la produire.
Mais ça a pris du temps, et ainsi de suite. Mais on est en bon pourparler pour le produire. Alors aussi, on parlait tout à l'heure, et puis là je reparle, en 2015 aussi, à un moment donné, il y a eu un peu un fin de contrat, il y a eu plein de petites fins de contrat d'un coup. Ouais. Finalement, vous vouliez faire de la conférence et vous avez décidé d'écrire un livre, ce qui est un peu le passeport pour les conférences, Ouais. un livre qui s'appelle Être l'artiste de sa vie. Alors comment ça s'est passé pour vous? C'est quand même introspectif, cette histoire. Oui. Ben, en fait, Marc Gervais, qui était le producteur de Beatles Story, est un conférencier, a des livres à son actif, et je lui dis, j'aimerais ça faire des conférences parce que souvent, quand des amis venaient chez moi, on avait des discussions, puis souvent, c'était des discussions profondes, puis je donnais mon avis sur puis ma vision de différents sujets. Et ça, de plus en plus, ça m'arrivait où ces amis-là, des jours, des semaines plus tard, me disaient, tu sais ce que tu m'as dit l'autre fois, là, ça m'a fait beaucoup réfléchir. C'est vraiment une façon, tu avais une façon de voir ça que je n'avais pas vu, moi, puis c'est vraiment différent de ce que je pense, puis, mais ça me fait réfléchir dans le bon sens, et ainsi de suite. Donc là, je me disais, ouais, y a-t-il quelque chose là-dessus que je pourrais partager à plus grande échelle? Alors là, Marc Gervais m'a dit, tu sais, si tu veux faire des conférences, il faut que tu fasses un livre, c'est ta carte de visite, et ainsi de suite. Parfait, faire un livre. J'avais du temps parce que les grandes gueules s'étaient terminées. Je me disais, waouh, quel luxe d'avoir du temps, parce qu'écrire un livre, si tu le fais toujours à la sauvette, c'est difficile de se plonger. Donc là, j'ai dit, OK, je prends le taureau par les cornes, j'y vais. Donc, je me suis dit, OK, moi, je suis quoi, moi? Un artiste. OK. Alors, je fais souvent ça, une espèce de brainstorm sur une feuille. C'est que je marque le mot dans le milieu, artiste, avec un rond. Là, je fais des flèches tout le tour. Bon, ben OK, ça représente quoi? Puis quelles sont mes expériences en tant qu'artiste? Puis qu'est-ce que je veux partager? Alors, ben, je fais de la musique, je fais de la radio, je fais de la télé. J'étais au théâtre aussi. J'ai joué 6 ans, 300 fois la même pièce. Donc, OK, dans ces sphères-là, qu'est-ce que je peux partager? Et l'idée aussi derrière ça, c'était que si je partage mon expérience, il n'y a personne qui peut dire « Ah, ben oui, de quoi il parle, lui, il ne connaît pas ça. » Je ne suis pas en train de donner des grandes théories de la vie puis me prendre pour un psychologue ou peu importe, je n'ai pas ces titres-là, puis pas que je ne veux pas les avoir, mais je ne les ai pas, je ne les ai pas. Mais si je parle de mes expériences, par exemple, ça, personne ne peut me traiter de traître ou d'usurpateur. Là, donc, c'était un peu ça. Je me donnais une certaine garantie de ne pas avoir trop de gens qui décrivent un peu ce que je mettais dans mon livre. Maintenant que je vous connais un peu plus, je trouve que vous êtes quand même une personne qui aimait les gens, vous aimez que tout le monde se sente bien. Vous êtes une sorte de régulateur de la bonne humeur, ça se voit, on voit dans les vidéos qu'on voit de vous. Alors, je me suis demandé comment vous avez fait ou comment vous avez vécu la pandémie au début, ce moment de rupture, d'un seul coup tout le monde s'arrête de vivre, la joie s'éteint. Comment vous avez vécu ça, vous? En fait, moi, j'ai vécu ma pandémie avant. Je vous explique. Encore une fois, fin de contrat, j'arrive dans un moment assez... puis je n'ai pas peur de le dire, il n'y a pas juste des hauts dans une carrière. C'est un moment plus difficile. Et à ce moment-là, on vend notre maison, on en achète une autre et on fait appel à une compagnie de production. On dit « Hey, moi, j'ai du temps, je fais de la télé. Puis cette maison-là, elle est à rénover. Voulez-vous qu'on fasse une émission? » Les gens viennent voir puis ils se rendent compte qu'il y a vraiment beaucoup à faire, plus que je pensais. Donc, ils aiment un peu l'aspect Richard, le gars candide, qui achète une maison un petit peu sans trop connaître ça, et ça va de mal en pis. Effectivement, ça s'est appelé la Réno casse-cou de Richard. Ah, c'est ça? Mais c'est terrible ce qui est arrivé, là. Tout était à refaire. On a terminé, il y a un moment donné, là, il restait 4 murs, pas de toit, des trous tout le tour, parce qu'on voulait, et des montagnes de boue. J'en étais rendu là. J'étais parti avec une maison. Maintenant, j'avais 4 murs, rien d'autre. C'était d'un ridicule. Alors là, on était dans le fond parce que le stress, de un, d'avoir une maison, de deux, on avait loué une maison en attendant, c'était n'importe quoi, là. De deux, l'aspect financier, parce que là, c'était un gouffre sans fond, là. Ça n'arrêtait pas, là. Moi, je n'ai jamais fait autant de chèques dans une journée, là. Le plâtrier, le menuisier, ça y allait, là. J'ai une tendinite au poignet. Donc, finir des nuits sur le sofa pour être sûr que ma femme ne capte pas ma nervosité ou mon anxiété parce qu'elle est déjà plus anxieuse que moi dans la vie. Moi, c'est moi celui qui rassure habituellement. Là, je n'étais pas là. Je me souviens de m'être couché à un moment donné sur le plancher de la salle de bain juste pour avoir du froid parce que j'étais en train de faire une crise de panique. Là. Ça, je n'ai jamais vécu ça avant. Là. Donc,
nous, on est sortis de là à un moment donné. Là, ça s'est mis à mieux aller et la pandémie est arrivée. Sauf que quand la pandémie est arrivée, moi, j'étais de retour à la radio et on a pu continuer de faire de la radio avec toutes les mesures sanitaires qui s'imposent et ainsi de suite. J'étais aussi à la télé, à la Poule aux œufs d'or. On n'a pas coupé ça, on s'est adapté. Donc, pour moi, je remontais la pente, là. Quand la pandémie est arrivée, je continuais à sortir pour aller travailler. Je revenais chez moi. J'étais quand même très sécuritaire dans ce que je faisais. Mais moi, le pire était passé. Pour moi, ça allait très bien, même, je dirais. Oui, il y avait des restrictions, mais je suis très résilient dans la vie. J'essaie toujours, mon leitmotiv, c'est fais du mieux avec ce que tu as. Là, maintenant. Puis tantôt, ça sera d'autres choses, mais il faut toujours que tu fasses du mieux avec ce que tu as. Alors, la pandémie est passée, puis il n'y en a pas eu de problème pour moi, là, à peine, en fait. Je me demandais, en questionnant un petit peu les invités de la chaîne que vous connaissez, il y a eu Christine Michaud, il y a eu David Bernard, il y en a eu plein d'autres que vous connaissez bien. En fait, ils ont tous eu l'impression à un moment donné qu'il y avait un phénomène qui s'était passé pendant le confinement. Alors peut-être que vous l'avez vécu aussi. Je voudrais savoir si pendant le confinement, bon, alors, finalement, je me rends compte que le confinement, c'était moins grave que ce qui s'était passé avant pour vous, mais est-ce que vous avez eu l'impression que pendant le confinement, vous avez vu un comportement de vous que vous ne connaissiez pas avant? En fait, c'est généralisé ce que j'ai remarqué, puis peut-être que ça va répondre à votre question. Ça a exacerbé comment les gens sont profondément en temps réel. Donc, quelqu'un qui est de nature plutôt pessimiste a vu ça comme si c'était la fin du monde, comme si on n'allait jamais s'en remettre, comme si eux n'allaient pas passer à travers. Quelqu'un qui est porté vers les autres va dire « OK, comment je peux aider? Comment je peux aider pendant la pandémie? Quels sont? Je vais aller porter de la nourriture à quelqu'un qui ne peut pas sortir. » Ils cherchaient des solutions pour aider. Les gens qui sont optimistes disaient « OK, regarde, comment on peut faire le mieux avec ce qu'on a? » Puis tu as des gens qui étaient déjà très fragiles, mais qu'on ne le savait pas, on ne s'en rendait pas compte parce qu'il y avait une stabilité dans leur vie. La stabilité a été brisée et là, on s'est rendu compte que ces gens-là étaient sur le bord de perdre pied. Donc, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que la pandémie a exacerbé le type d'individu, chacun des types d'individus. C'est ça qu'on a vu vraiment, là. Et vous avez vu quoi chez vous qui s'est exacerbé? Fais du mieux avec ce que tu as. Ah, d'accord. Okay. Littéralement. D'accord. Littéralement. C'est ça? OK, parfait. Comment je fais le mieux avec ça? Alors, nous, on a un petit rite dans cette émission, dont je vous parlais tout à l'heure hors émission, un petit rite en rapport avec notre chroniqueur français sulfureux qui s'appelle Thierry Ardisson. Un petit rite que j'aimerais vous proposer, une petite interview qu'on appelle Upside Down, un peu avec une question atypique, Ludwig, vous allez voir, pour un peu connaître la profondeur de la malice de votre personnalité. La malice, hein? La malice. Okay. Alors, la première question, c'est quel est le défaut qui vous sauve la vie? Je dirais peut-être l'entêtement. Oui, je suis entêté, pas surtout, mais on dirait que quand il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que je me fais dire non, que je trouve une façon d'y arriver quand même. Oui, peut-être que toi, tu me dis non, mais c'est le début d'un oui ailleurs. Donc, c'est ce qui a fait que moi, pour arriver à faire de la radio, par exemple, j'ai passé par vraiment j'ai pas passé par l'autoroute, là. J'étais dans les petits chemins de campagne, mais j'ai trouvé le bon chemin pour y arriver, mais sans avoir été entêté. Si je n'avais pas été entêté, je ne serais pas arrivé à ça, c'est sûr. Et alors, en parlant de ça, là, quelle est pour vous votre plus belle erreur? Cette chose que vous avez fait en disant « Ah, je fais une connerie, c'est sûr », et en fait, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Je suis obligé de parler de mes enfants. Non, c'est pas... 2 erreurs. Non, c'est parfait. Justement, elle faisait il y a 3 minutes, justement. On les salue, d'ailleurs. La plus belle erreur, c'est une bonne question. Trop tard, vous avez dit que c'était les enfants. Oui, voilà, on regarde ça comme ça. C'est la plus belle erreur. C'est les 2 plus belles erreurs. Et pourquoi c'était une erreur au départ, alors? Non, j'ai toujours voulu des enfants. Puis d'ailleurs, même, je dis ça souvent, moi, ma femme, quand je l'ai rencontrée, dans les premières conversations, tu sais, quand tu sens qu'il y a peut-être quelque chose qui peut se passer, là, je lui demandais, veux-tu des enfants dans la vie? Parce que pour moi, ça aurait été inconcevable d'être avec une femme qui ne veut pas d'enfants. Pas que c'est pas une question de ne pas aimer ses valeurs ou le contraire. C'est une question d'être à la même place dans la vie. Tu sais, si tu ne veux pas d'enfants, c'est correct, mais on ne sera pas ensemble pour le reste de nos jours parce que moi, ça fait partie de ma philosophie de vie. Donc,
Je veux pas te faire perdre ton temps, c'est correct, c'est ton choix, mais je ne veux pas perdre le mien non plus. C'est n'importe quoi de dire, hey, on va être ensemble, puis peut-être elle va changer d'idée. Là, tu sais, moi, je ne crois pas à ça. Là. Je ne veux pas la changer. Je veux avoir quelqu'un que je n'ai pas besoin de changer, puis que. Ouais, que ça dure, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais pourtant, avec le métier que vous avez et le métier de votre femme, puisqu'elle travaille aussi quand même, un travail assez important, comment vous faites pour gérer les enfants? C'est pas simple quand même. Je pense que ça paraît pire que c'est. C'est vraiment. Tu sais, nous autres, on est des gens bien simples. Là. On fait ce que tout le monde fait. Puis, je pense que la clé, c'est d'être un bon duo. Tu sais. Au-delà d'être un mari, une femme, c'est d'avoir de la communication. Puis souvent, les enfants, intelligents comme ils sont, et souvent, ils vont tester l'autorité, mais ils vont tester l'autorité de un ou de l'autre selon les failles. Mais si à un moment donné, tu ne reviens pas, le couple ne revient pas pour se parler, de dire OK, bon, voici ce qui arrive avec Juliette. Là, elle essaie de faire ci, de faire ça. Moi, j'y ai dit ça. Es-tu d'accord? Oui, OK, on garde cette ligne narrative-là. Oui, parfait, on s'en va là. Et automatiquement, quand ils voient que les enfants, quand ils voient que les parents sont solides et qu'ils disent la même chose, ben, ils voient bien là, qu'ils ont affaire quand même à un comité sérieux. C'est ça. Je pense que ça les rassure en quelque sorte. Ils font comme, hey, moi, mes parents, ils se tiennent. C'est ça. Ouais. Ils sont solides. C'est rassurant là-dedans. Ouais. Alors justement, on parle de couple, on parle de duo. J'ai une question à vous poser par rapport à ça. Ouais. Vous pouviez vous cloner, s'il pouvait y avoir deux Richard Turcotte. Ouais. Qu'est-ce que ferait le deuxième Richard Turcotte comme activité professionnelle? Ben, je pense qu'il ferait toute la gestion. Puis, il ne faudrait pas que le deuxième Richard Turcotte soit totalement comme le premier, parce que le premier n'aime pas faire toute la gestion. Bien sûr. Donc, il faudrait que l'autre Richard Turcotte ait un côté plus, comment dire… Carré, quoi. Oui, puis qu'il fasse des suivis, puis qu'il… papier, crayon, ordinateur. Parce que moi, j'aime créer. Le premier Richard Turcotte aime créer. Après ça, j'aime ça, passer ça à quelqu'un d'autre. Puis cette personne-là continue de faire les suivis et ainsi de suite. Mais créer, dans la création, c'est là où moi, je suis le plus heureux, mais vraiment. Là. Puis on dirait que j'ai une telle confiance en mon degré de création que je me dis, tu peux me mettre dans à peu près n'importe quel comité, si c'est de la création, une espèce de brainstorm, si on veut, puis je vais tirer mon épingle du jeu. Tant que je comprends c'est quoi le langage, là. Une fois que je comprends c'est quoi le langage, là, je sors des idées. Puis j'ai vraiment foi en ma créativité. Pour écrire une chanson, par exemple, parce que j'écris des chansons beaucoup dans la vie, je fais beaucoup ça, j'ai confiance. Je vais trouver. Puis je me mets au service du chanteur ou de la chanteuse. C'est pas moi qui écris, en fait, c'est moi qui écris, mais c'est pour cette personne-là. J'essaie de comprendre son langage, j'essaie de prendre sa façon de parler même pour être sûr que je n'écris pas toujours le même type de chanson selon le chanteur ou la chanteuse avec qui je travaille. Si vous pouviez ne plus jamais avoir peur de rien, aucune peur, quelle est la peur que vous garderiez pour vivre? Je garderais la peur d'avoir raté ma vie. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Parce que ça me garde toujours, j'ai toujours dans mon rétroviseur le fait de dire, hey, il faut que tu réussisses ta vie, sinon ta mission de vie va être ratée. Donc, c'est vraiment, tu sais, en anglais, ils appellent ça un catch-22, là. L'espèce de cercle vicieux, c'est que je vais savoir juste à la fin si j'ai réussi ou manqué ma vie. Donc, je n'ai pas le choix de me rendre jusqu'au bout. C'est là, à la dernière minute, que je vais savoir si ça a marché ou pas. Puis réussir ma vie, ce n'est pas nécessairement professionnel, là, loin de là. Ouais, c'est réussir ma vie en tant que Richard Turcotte, l'être humain, là, puis avec les valeurs, avec tout ce que ça comporte, puis avec les relations, comment j'ai entretenu mes relations aussi, comment les gens, quel goût je leur laisse dans la bouche une fois que je suis passé dans leur vie, là, à la fin. Là, est-ce qu'ils disent, ouais, c'est moyen, ou s'il nous a aidé, il nous a inspiré, ou je ne sais pas de quelque façon que ce soit, mais donc, ça me garde vigilant. À votre avis, quel est le plus beau conseil qu'on ait pu vous faire dans votre vie? Je ne sais pas, j'en prends tellement Moi, là, je suis tellement chanceux des gens qui m'entourent dans la vie. Je le dis souvent à ma blonde, je dis, on est tellement chanceux de la qualité d'amis qu'on a. Je m'abreuve de ces gens-là constamment. Puis plus je vieillis, meilleur
et mon entourage. Est-ce que c'est parce que la vie fait son travail que, tu sais, moi, les gens négatifs, ça ne m'attire pas. Je vais être l'avocat du diable jusqu'à temps que je me tanne. Quand je suis tanné, OK, bye. Mais l'avocat du diable, c'est que je vais vraiment te travailler au corps. Là. C'est comme, ah oui, c'est si négatif que ça, mais t'as-tu vu? Comme par exemple, ceux qui disent la pandémie, je suis tellement plus capable. Ah oui, as-tu travaillé pendant la pandémie? Oui. OK, parfait. Tu as eu 3 repas par jour? Oui. Les restaurateurs, tu y as-tu pensé? Ça serait pour être pire si tu étais restaurateur. Oh mon Dieu, c'est vrai. Ouais, t'as vu? Bon, regarde. T'es tanné? Oui, mais relativise. Bien C'est sûr. un peu fatigant pour ça, moi. Je suis toujours en train de relativiser, de dire ouais, mais regarde l'autre qui est en train de perdre son restaurant et qui ne sait même pas s'il va rouvrir un jour. C'est clair. Ça, c'est grave. Toi, tu travailles, là, tu sors à tous les jours, tu vas voir du monde. Ah, super. Mais il y en a qui sont pognés dans des. Nous autres, on appelle ça des CHSLD. Là, mon père est là-dedans. Là. C'est un peu une aile d'un hôpital pour les gens qui sont là pour toujours. Ouais. Et mon père, il y a eu un cas de pandémie. Ben, chacun était dans sa chambre, ne peut pas en sortir pendant des semaines. Ils vont nettoyer, il n'y a pas de toilette dans sa chambre, ils amènent une petite chaise avec un. Tu sais, c'est pas glorieux, là, pas du tout. Donc, moi, quand je vois ça, je me dis, OK, ça, c'est pas très drôle. Toi, tu as ton petit mal-être de. Oui, tu as le droit de t'exprimer, cela dit, mais pour relativiser. Bref. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous dites que vous êtes entouré de gens qui sont positifs. Alors, justement, ça m'amène à une question que j'allais vous poser, c'est quel est le défaut, justement, que doit avoir une femme pour vous séduire? Le défaut? Wow! On ne m'a jamais posé cette question-là. C'est un bon... Mais je pense, je ne sais pas si c'est un défaut, mais de me dire, de ne pas chercher toujours à me plaire et de me dire ce qu'elle pense vraiment, même si ça ne me fait pas toujours plaisir. Parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment la vraie personne devant moi et je peux, même si sur le coup, des fois, ça se prend difficilement, puis tu dis, là, on serre les poings un peu, puis tu t'en vas prendre une marche. Mais après, tu fais comme, hey, tu as eu la vraie personne. Tu as eu vraiment ce qu'elle pensait. Je dis souvent à ma femme, moi, par exemple, dis-moi pas noir si tu penses blanc et que tu veux que je vois blanc parce que tu m'as dit noir. Je suis un imbécile, moi. Je suis pas capable de penser à ça. Si tu me dis noir, je vais penser que c'est noir. Un gars. Je pense pas d'autre ça. Et je disais, moi, je veux être le plus longtemps possible avec toi. On va faire un marathon, là. Essoufflons-nous pas dans ce jeu-là. Ça sert à rien. On est ensemble, on est là. Dis-moi blanc si tu veux dire blanc, s'il vous plaît. Je vais faire la même chose, je m'engage. Pour une dernière question par rapport à cette petite interview Upside Down, là, si vous deviez interviewer Richard Turcotte en face de vous, là, si vous deviez interviewer, quelle est la première question que vous lui poseriez? Avec tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, professionnellement et même personnellement, es-tu heureux? OK. Et qu'est-ce qu'il répondrait? De tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Ah, je ne sais pas, je ne connais pas ce gars-là. Qu'est-ce qu'il répondrait à votre avis? Oui, heureux de ce que j'ai fait, je ne regrette rien, mais j'ai encore le sentiment d'avoir rien fait. Pour moi, ça fait longtemps, j'ai relu des vieilles notes que j'ai ici en arrière, des vieilles notes de cours de théâtre. Puis il y avait des exercices, ça. Puis je me relisais, je me disais, aïe, encore il y a 20 ans, je disais ça. Pourtant, j'avais déjà fait des trucs. Je me disais, je ne suis pas encore là. Je suis pas encore. On dirait que j'ai rien de fait encore. C'est vraiment bizarre. Ce sentiment d'avoir presque rien accompli encore. Alors, quand vous regardez ce long parcours de vie avec les succès, qu'est-ce qui vous a été le plus utile pour avancer dans votre carrière? L'enthousiasme. L'enthousiasme? C'est contagieux. Le feu dans les yeux, passionné de quelque chose. Moi, je me souviens, là, faire de la radio, là, je voulais tellement faire de la radio. Je débutais en radio, ça a duré des années, ça. Peu importe qui était dans l'auto, quand la radio jouait, quand une intervention d'un animateur commençait, je levais le son, que la personne me parle ou pas. Et mes blondes de l'époque étaient avisées. C'est comme ça. J'étudiais. J'étais enthousiaste. OK, il a fait ça comme ça.
cette espèce de rigueur-là, mais enthousiaste aussi. Je suis encore comme ça. J'aime ce que je fais. Quand on écrit une chanson, par exemple, qu'on est sur un filon, là, je suis excité comme un petit jeune garçon. Oui, oui. Là, j'écris, puis ça va pas assez vite je l'ai dans ma tête, mais ça va pas assez vite sur le papier ou sur l'ordinateur. Là, je fais des fautes de français, mais c'est pas grave. Je les corrigerai plus tard parce que faut que ça sorte. Là, je l'ai dans la tête. Et je sais pas, il y a quelque chose de magique là-dedans qui se passe, puis je me dis, hey, je suis tellement chanceux parce que mon travail, c'est de jouer. C'est ça, c'est ça. Et en même temps, ce que je trouve étonnant, c'est que quelque part, on voit quand même, parce que comme vous disiez, une carrière, c'est pas fait que de choses faciles, il y a aussi des choses difficiles. Et est-ce que vous croyez que c'est le fun, l'enthousiasme et ce rire-là qui ont été des motivateurs pour traverser un peu les obstacles? Ah oui, oui, assurément. Ah oui, quand je vous parlais plus tôt là, de notre maison qui a été tellement une expérience catastrophique, je me souviens encore d'une scène où on a les caméras dans le visage, ma femme et moi, puis là, c'est vraiment là, le bordel. Là. On vient de décontaminer la maison. On est en habit, en combinaison. On enlève notre masque en sortant. Et là, on s'accote sur la galerie, ce qui reste de la galerie en avant. Et là, je me rappelle encore, la caméra est vraiment là. Puis ma femme me dit, puis ma femme, c'est pas une femme qui fait de la télé là, dans la vie, mais c'est comme si les caméras n'étaient plus là. Elle me dit, je savais quand on a pensé acheter cette maison-là, j'avais une petite voix qui me disait, achète-la pas, achète-la pas. Puis là, je lui dis, ah ben, bouge tes oreilles. Et là, elle se revient vers moi, elle dit, va chier. Et là, on éclate de rire. On éclate de rire les deux. Puis on se prend dans nos bras. C'est ce genre de... l'humour, ça sauve des vies. Donc, c'est un mécanisme de défense extraordinaire parce que où est-ce qu'on rit le plus? Salon mortuaire. Mécanisme de défense. Quelqu'un va sortir une mini-blague un peu à la bonne place, mais tu sais, et les gens éclatent de rire plus que jamais. Pourquoi? Sentiment de défense. Dire, hey, si je ris, je ne meurs pas moi-même. Moi, je repensais à cette histoire dont je parlais tout à l'heure dans l'introduction du cégep de Jonquière, et j'ai trouvé ça vraiment génial, et je voudrais que vous en reparliez en public là, dans l'émission, de comment vous avez fait ou comment vous avez essayé pour être accepté au cégep. OK. Ici, au Québec, il y a l'école secondaire, ensuite, il y a le cégep, ensuite, il y a l'université. C'est comme 3 paliers. Secondaire, moi, j'étais dans tous les comités. Je faisais la disco mobile pour les danses le vendredi. J'étais vice-président de mon école. J'étais dans le j'étais dans la radio étudiante. J'étais dans le comité des défilés de mode parce que je pouvais animer, évidemment. Sauf que ça, c'est le parascolaire. Donc, le scolaire, les notes étaient un peu en chute libre. Je passais. J'avais les notes de passage, mais je n'étais pas beaucoup plus que ça. Dans ma tête, je voulais être animateur de radio. Je savais que je voulais aller en arts et technologies des médias de Jonquière. Je m'inscris. On me met sur la liste d'attente parce que les meilleurs passent, ceux qui sont moins bons sont sur la liste d'attente. J'appelle. On me dit, je lui explique. En fait, je leur demande, c'est quoi la liste d'attente? Comment ça fonctionne? C'était sur une liste d'attente. Je dis, mais comment je fais pour savoir je suis où dans la liste d'attente? Ah, il dit, tu ne peux pas le savoir. Je dis, OK, mais comment je fais pour monter plus haut sur la liste d'attente? Ah, il dit, ça ne se fait pas. Je dis, OK, il n'y a aucun moyen. Je dis, non, il faut que tu attendes. Ça le dit, liste d'attente. Alors là, je me suis fait un système que j'appelle le système de l'entonnoir. J'ai commencé à appeler ce gars-là, qui est responsable justement des entrées au cégep, je l'appelais aux 2 semaines. Ensuite, je l'appelais aux semaines. À chaque fois, je leur demandais, est-ce que j'ai avancé sur la liste d'attente? Là, il me disait, je ne peux pas te le dire. Et ensuite, je l'appelais aux 2 jours, et ensuite, chaque jour. Et là, une fois que j'avais un peu épuisé mon chaque jour, parce qu'il me disait, je ne peux pas rien dire. Là, je lui ai dit, OK, il faut que j'aille plus loin. Si je vais à Jonquière, chez vous, pas chez vous, mais au cégep, est-ce que ça me donne plus de chances d'entrer ou de passer? Il dit, non, fais pas 6 heures d'auto pour venir au cégep ici. C'est très loin, c'est des coûts, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qui est arrivé le lendemain? Toc, toc, toc. J'ouvre la porte de son bureau. Oui. Là, je lui dis, bonjour, je m'appelle Richard Turcotte. Et là, il dit, hostie. Écœuré de me voir, tanné. Il n'en pouvait plus d'entendre ce nom-là. Et là, de me voir. C'était la goutte qui faisait déborder le vase. Je m'assois et je lui dis, moi, je ne me relève pas d'ici tant que vous ne m'avez pas accepté dans votre cégep.
Là, il savait qu'il y avait un cas un cas devant lui. Puis j'étais vraiment décidé, moi, là. Hey, j'ai fait 6 heures d'auto, là. Ma vie s'arrête ici, là. Et donc, il m'a convaincu. En fait, il m'a dit, moi, je suis à Sherbrooke à l'époque, c'est là que j'habite chez mes parents. Ouais. Alors, il m'a convaincu, il a dit, ben écoute, si tu vas, en fait, il dit, oui, on peut t'accepter, mais dans un autre programme. Sciences humaines sans maths, ça, c'est comme le bon débarras, là, tout le monde peut aller faire ce cours-là. Donc, il dit, fais une session là, puis ensuite, tu pourras avoir plus de facilité à rentrer en arts et technologies des médias, parce qu'après la première session, il y a des gens qui se disent, ah, c'est pas pour moi, finalement, je pensais que, et ils s'en vont, ça laisse la place. J'appelle mon père, il dit, OK, mais demande-lui si c'est la même chose si tu viens au cégep de Sherbrooke. Comme ça, tu vas être logé, nourri, tu vas avoir ta maison, chez nous, puis, ben, ils ont dit oui, la même affaire. Sauf que pendant cette session-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai vécu un découragement total. C'est comme si pour moi, après ça, ça n'existait plus. C'est là où, dans votre introduction, quand vous avez dit que j'ai éclaté en sanglots, pleuré pendant des heures dans les bras de ma blonde de l'époque qui se demandait ce qui se passait. C'est ça. C'est comme si j'avais vécu la fatalité. Je m'étais dit, moi, là, mon rêve, ça arrivera pas. Ça arrivera pas. C'est tout ce dont je rêvais. Et à partir de là, j'ai entendu ma petite voix, une fois que le coup a été encaissé, ma petite voix qui m'a dit, wow, c'était ton rêve. Et ce seul obstacle-là t'empêche de le réaliser. C'est ça. J'aimerais bien savoir c'est quoi tes autres rêves, parce que tu n'y arriveras pas non plus, mon grand. Alors, c'est là où j'ai fait comme, ben oui, c'est vrai. Si c'est un rêve, il faut que ça soit plus fort que tout. Donc, j'ai pris d'autres méthodes, j'ai pris des cours privés, puis ainsi de suite. C'est là où je me suis retrouvé à Radio Énergie en stage, et c'est là où, de fil en aiguille, j'y suis arrivé par la porte d'en arrière. Et j'y suis arrivé. Mais il y a quand même l'audace, hein, qui est quand même, c'est quand même inhérent à votre personnage. Il y a de l'audace, il y a du culot quand même. D'où ça vous vient, ça? C'est inné? J'ai aucune idée. En fait, tu sais, quand tu n'as pas le choix, quand tu n'as pas de plan B, là, j'en avais pas de plan B. Je ne voulais rien faire d'autre que ça. Et plus que ça, je pense pas que je savais faire rien d'autre. Ça, c'est vrai, ça. Alors, ça revient à la phrase que je disais tantôt. Vaut mieux être heureux dans quelque chose que bon dans quelque chose. Mais moi, je me savais heureux. Si j'allais faire ça, je savais que je serais heureux. C'est ça que j'ai pourchassé. Ça, je pense que c'est vraiment une vérité qu'on a du mal à comprendre. C'est que la simplicité, c'est aussi l'art de réussir. Probablement. Je ne sais pas. Puis, tu sais, réussir, c'est quoi? C'est d'être heureux. T'as beau, pour moi, là, t'as beau faire des millions de dollars, si t'es pas heureux, t'as pas réussi. Ouais, c'est ce qu'il disait Steve Jobs à la fin de sa vie quand il était en train de mourir. Ouais. Et s'il y en a un qui a fait de l'argent, c'est bien lui. Là. Ouais, et puis comment il est mort aussi, ça fait aussi réfléchir. Ouais. Puis a-t-il été heureux, lui, toute sa vie? Non. Non, il dit que non, lui. Ouais. Non, c'est ça. C'est un être particulier, là. Parler avec Christine Michaud, parler à David Bernard, parler avec vous aujourd'hui, ça me fait avoir le même sentiment que vous avez tous une sorte de force à réinventer le lendemain. Et c'est quand même un peu ce qui s'est passé, parce que toutes ces années, il y a quand même été question de trouver des choses pour le lendemain, puis encore le lendemain, puis encore le lendemain. Comment on tient le rythme? Je pense qu'il n'y a pas de truc à part d'être passionné par ce que tu fais, puis que ça t'allume. Moi, je suis très instinctif, vraiment. Si ça me passionne, si ça m'allume, si je sens qu'il y a quelque chose qui se passe là, j'y vais. Je ne me pose pas de questions. Moi, je suis à la limite du bête, là, dans le sens où très, très candide, très... Puis, oui, aussi, ben, peut-être que j'ai une meilleure réponse, mais il y a ça, mais il y a aussi le fait que moi, j'ai l'humilité des premières fois. Je commence quelque chose, je dis, oui, ben oui, je le fais. Ça ne sera pas mon meilleur coup parce que c'est la première fois, mais la deuxième va être meilleure, la troisième va être encore meilleure. Je vais mettre la barre, puis ensuite, je vais augmenter, je vais m'améliorer. Pourquoi? Parce que, un, je vais regarder ce que je fais. Deux, si ça me passionne, ben, c'est sûr que je vais y mettre du temps et de l'énergie. Mais j'ose une première fois. Puis après ça, ben, arrivera ce qui arrivera. Moi, ça, j'aime beaucoup cette idée. C'est assez inspirant de dire, de toute façon, le perfectionnisme, c'est l'art de rien faire. Et d'y aller, c'est l'art de commencer et puis d'être humble, justement. Ouais. Est-ce que vous croyez que c'est ça qui fait qu'on a de la chance, finalement? Perfectionniste, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui se cachent derrière le perfectionnisme pour être inactifs. Ouais, c'est une peur qui transforme en d'autres mots pour que ça ait l'air d'une qualité. Donc, la peur, c'est de passer à l'action pour X, Y, Z action. Mais moi, c'est parce que moi, je suis perfectionniste. Là.
puis il faut que ça tout soit parfait avant que je fasse quelque chose. Ah oui? Vraiment? Fais-le, puis perfectionne-le après. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne commenceras jamais rien. Fait que fais-le, puis ah oui, tu es perfectionniste, regarde ce que tu as fait, analyse-le, puis la deuxième fois que tu vas le faire, arrange-toi que ça soit meilleur, plus parfait. Puis moi, j'ai beaucoup de... Quand les gens me disent, ouais, moi, je suis perfectionniste, ça, ouais, j'ai du recul, puis je les regarde en voulant dire, ouais, es-tu vraiment perfectionniste? Ou bien c'était en train de me trouver une défaite pour ne pas faire quelque chose. C'est ça. Quand vous étiez en face des deux fous du rire, là, José Godet et Mario Tessier, c'est quand même deux énergumènes quand même. Comment vous avez réussi à entrer dans leur danse? Parce qu'il faut se faire une place quand même dans leur couple. Ouais, c'était quelque chose parce que moi, je suis arrivé, puis eux étaient au sommet de la montagne, et moi, j'étais le petit régional qui arrivait, la petite recrue, là, tu sais. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que moi, je suis 1 an ou 2 plus vieux qu'eux autres. Mais ça faisait plus longtemps qu'eux que je faisais de la radio. Donc, j'avais quand même de l'expérience. C'était pas, le dernier des venus. Ouais. J'avais de l'expérience de vie aussi. J'ai eu des enfants avant eux. Après ça, eux en ont eu, tout ça. Je me souviens qu'au début, c'était beaucoup les deux humoristes qui taquinent ou enguirlandent l'animateur principal. C'était beaucoup ça. Fait que, vraiment, l'image, c'était ça. Là. C'est lui qui se faisait vraiment passer à tabac. Là. Ouais. Mais ça, c'était comme ça quand je suis arrivé, c'était comme ça depuis des années, et ainsi de suite. Sauf qu'on s'est rendu compte que notre dynamique, à force de travailler ensemble, moi, je suis relativement... moi, je polarise pas les gens, dans le sens où j'ai pas une personnalité qui fait que soit que tu me détestes à outrance ou que tu m'idolâtres. Moi, je suis souvent dans le milieu. Je le sais, là, c'est ma personnalité. Et, bon. Mais on s'est rendu compte que, par exemple, Mario, qui est un des deux membres des Grandes Gueules, avait des travers assez intéressants à travailler en termes humoristiques. Donc, on s'est rendu compte que souvent, on pouvait aller sur lui en blague. C'était payant parce qu'on avait un client. Là. Donc, après, à un moment donné, j'ai dit aux gars, ça a pris 2 ans, je pense. J'ai dit aux deux gars, les gars, il faudrait qu'on change notre dynamique. Là. Appelons ça la dynamique chambre de hockey. Ils font comme, c'est quoi la dynamique chambre de hockey? Dans une chambre de hockey, souvent, là, c'est mon interprétation, les gars, si c'est un vestiaire de gars, vont souvent se tirer la pipe. Là. Ils font des blagues sur un, mais une seconde après, si c'est l'autre la cible, tout le monde se tourne vers la cible, puis c'est ainsi de suite. Puis après ça peut être moi la cible, puis tout le monde est sur moi. C'est ça qu'on devrait faire au lieu de l'animateur qui se fait tirer dessus par les deux gars, parce que là, c'est rendu que c'est essoufflé, ça. Oui, c'est clair. De par nos personnalités. Ouais. Donc, faisons un triangle. Puis quiconque, les deux autres se mettent sur celui qui est devenu la cible, mais une seconde après, ça peut être l'autre, et ainsi de suite. À partir de là, je trouve qu'on a grandi vraiment on a monté un étage, puis ça nous a permis justement de faire évoluer notre relation en ondes. C'était beaucoup plus payant parce que ça allait plus vite, puis tout le monde peut payer le prix. Là. Même nos invités, souvent, ils venaient, mais ils savaient c'était quoi le concept. C'est-à-dire, on déroule le tapis rouge, c'est sûr que si tu as un album à promouvoir, on va promouvoir ton album, on va faire un super beau travail. Sauf que si tu fais partie de la gang, tu vas payer le prix aussi. Comme nous autres, on paye le prix aussi. On rit de nous autres très fort aussi. Ouais. Mais les gens qui savaient faire ça, c'était hyper payant parce que pour eux autres, c'était une publicité extraordinaire. C'était la famille, quoi. Ça faisait famille. Hein. Exact. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est pour finir un peu cette émission sur ce thème-là, parce que c'est important. C'est un peu celui de l'univers. Parce que vous parlez souvent de l'univers, et moi, j'ai une petite oreille comme ça, un peu qui écoute en disant, tiens, s'il parle de l'univers, c'est qu'il a une sorte de spiritualité, et on en parle rarement. Alors, je voudrais savoir un peu comment ça a commencé, votre vision de l'univers, cet univers un peu boss à qui on peut parler, demander des choses. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu cette attirance-là vers quelque chose de plus grand, sans parler nécessairement de religion. Puis, tu sais, j'ai toujours pensé que, pas toujours, mais on utilise une infime partie de notre cerveau. Alors, je me disais tout le temps, l'autre partie qu'on n'utilise pas fait quoi? Ça ne peut pas être en dormance tout le temps. Il doit y avoir une espèce de... Il y a peut-être un truc que notre cerveau fait ou des trucs que notre cerveau fait dont on n'est pas vraiment conscient. Donc, l'inconscient, le subconscient, le surmoi. Alors, tout ça mis ensemble, moi, je me suis dit... D'ailleurs, c'est ma façon de créer, j'y reviendrai. Mais écoute, moi, dès le secondaire, je lisais Lobsang Rampa, qui est un moine tibétain qui faisait des voyages astrales et tout ça. Pourquoi je lisais ça? Je ne sais pas, j'avais un intérêt d'au-delà du mental. Je me disais, il y a quelque chose de plus grand que ça. La preuve, c'est qu'on est tous
des énergies, on a tous, tu sais, je fais de la radio dans la vie. La radio, c'est des longueurs d'onde. Bien sûr. Pourquoi? J'ai compris qu'on est tous des radios, dans le fond. Pourquoi une personne va rentrer dans une salle puis tu te sens totalement connecté à cette personne-là? Ça a pris 1 seconde et le contraire est aussi vrai. La personne rentre, tu dis je voudrais changer de pièce. C'est les ondes qui s'entrechoquent, qui ne sont vraiment pas compatibles, sans dire un mot parfois. C'est vraiment physique, chimique, c'est dans les airs. Donc, ça, c'est de l'énergie. On est énergie. J'y crois beaucoup. Tu sais, j'ai travaillé à énergie tellement longtemps. En plus, c'est drôle. Oui, mais nous sommes tous énergie, tu sais. Fait que quand je crée, j'y reviens, j'ai découvert qu'on parlait du surmoi, tout ça. Moi, quand je crée quelque chose, je veux avoir une réponse à un projet, quelque chose, une chanson, par exemple. On prend ça. Je sais avec qui je travaille, j'ai une thématique ou je ne sais pas, il faut que je trouve une idée. Je fais comme, OK, il faut que je trouve une idée. Je fais vraiment ça physiquement. Je le lance dans les airs. Et j'ai fait un contrat avec en haut, que je ne sais pas c'est quoi. C'est moi, je m'engage. Toi, travaille, je te laisse travailler et moi, je m'engage à l'attraper quand tu vas le laisser retomber. Donc, il faut que je sois aux aguets. Et ça marche parce que plus je le fais, parfois, je le sens quand c'est en train de travailler en haut. Vraiment, je le sens. OK, il y a un truc qui se passe. Parfait, tu me reviendras. Et effectivement, ça fonctionne. Cloc, je reçois ça comme ça. Je peux écrire ça dans le temps de le dire. C'est merveilleux. Puis j'avais déjà lu quelque part que notre subconscient, c'est comme un chauffeur de taxi. Tu lui dis l'adresse, tu le laisses aller parce qu'il connaît le chemin pour se rendre. Dis pas de passer par telle rue, par telle rue parce que tu ne connais pas ça autant que ton chauffeur de taxi. Ouais. Laisse-le aller. Fait que moi, c'est ce que je fais. Je l'envoie, je te laisse aller, travaille, il m'en reviendra avec quelque chose. Quand vous en parlez, on a l'impression que c'est une grosse poule, l'univers, qui va tomber sur notre tête. Oh. Oui, c'est ça. Je ne sais pas, je le vois comme... L'univers est une poule. Oui, une poule pondeuse. Moi, je vais recevoir l'œuf. C'est vrai. Quand même, vous dites un truc intéressant, vous dites, mais il faut aussi avoir des demandes claires. Ça veut peut-être dire que justement, il y a un problème, c'est que personne ne demande quelque chose de clair et longtemps. Vous croyez que c'est ça l'histoire du fait qu'on ne tombe pas sur la bonne poule ou la poule ne nous entend pas, justement? Il y a une phrase en anglais qui dit « Be careful what you wish for, because you might just have it all. » Faites attention à ce que vous souhaitez parce que vous pourriez tout l'avoir. C'est bon de le mettre de façon négative, mais positive aussi, c'est-à-dire que si tu demandes précisément ce que tu veux, précisément, ben, tu risques de l'avoir ou tu cours la chance de l'avoir précisément. Si ce n'est pas précis, ben, il va t'envoyer ce que tu as demandé, mais ce que tu as demandé, si ce n'est pas précis, tu ne seras peut-être pas satisfait parce que tu as oublié de mettre des détails. Je me souviens avec Christine Michaud, on avait fait ça ensemble. Je dis, fais la liste de ce que tu veux chez un homme. Elle m'en reparle encore aujourd'hui. Puis on l'avait fait ensemble au Salon du Livre. On était un à côté de l'autre, chacun notre livre. Puis là, on a fait la liste ensemble. Je dis, OK, là, ça se passait précis. Là, puis elle est allée avec un homme. Parfait. Elle dit, hey, j'ai trouvé. Elle m'avait écrit, grâce à toi, j'ai trouvé. Très drôle. Mais elle n'est plus avec cet homme-là. Puis elle m'a dit par la suite, elle dit, j'avais oublié de préciser quelques trucs. Et là, aujourd'hui, elle est avec un autre homme, heureuse aussi, tout ça. Mais je pense qu'elle avait refait sa liste en ajoutant des précisions. Pour finir cette émission, je voulais vous parler de quelque chose que je trouve vraiment, vraiment touchant. C'est que, quelque part, vous avez une sorte de phrase qui dit que vous, entre guillemets, votre mission, c'est de faire vibrer les autres. Et en même temps, je me suis demandé pourquoi vous aviez ce besoin d'animer la vie des autres. Maintenant, vous avez de l'expérience, vous avez un recul sur vous, vous avez écrit un bouquin, vous avez un peu touché votre enfant intérieur. Alors, pourquoi vous avez tellement besoin d'animer la vie des autres? Je ne veux pas l'animer. Je veux faire vibrer les gens, mais je comprends. Je ne veux pas devenir le centre de leur vie, là, ça ne m'intéresse pas. Mais si je peux, quand je touche les gens, c'est là où je me sens utile. Donc, automatiquement, ça me rend heureux. Il y a d'autres gens qui ont trouvé d'autres façons d'aider les gens. Moi, je trouve que c'est ça ma façon. C'est ça ma mission. Si je le fais par la création, je trouve que tout fonctionne dans ma tête, dans ma vie. C'est-à-dire que je crée, j'aime créer, mais si en plus, je fais un effet sur la vie des gens, positif, j'espère, ben, on parlait tantôt de connect the dots, de connecter les points. Ben, si moi, je crée puis je touche les gens, ben, pour moi, ça vient de se connecter ensemble. Ma vie a un sens. Parce que si je fais juste des choses pour moi,
de la façon que je fais, moi, je ne serais pas heureux parce que c'est comme si j'incluais personne. Je suis tout seul dans ma bulle. Je aussi bien finir tout seul, puis ça ne m'intéresse pas. Est-ce que finalement, c'est pas aussi le fait que vous voulez garder cette enfance intérieure, que vous trouvez que c'est ce bon fluide qu'on a en nous et que finalement, c'est peut-être pas la peine de devenir sérieux, de devenir lourd comme ça, et qu'il faut préserver ce côté enfant intérieur. Vous y pensez à ça? Oui, mais je ne sais pas si un est connecté à l'autre. C'est-à-dire que c'est plus le côté enfant, c'est plus le ton de la façon qu'on le fait, mais de toucher les gens ou de les faire vibrer, je ne vois pas, à part peut-être que l'enfant va souvent être plus pur que l'adulte qui s'est fait mettre dans des coins souvent et qui a mis des barrières. Mais sinon, l'enfant comme tel, le côté pureté de se laisser toucher plus facilement. Puis on va le voir des fois, un enfant va dire quelque chose sans arrière-pensée, sans. Souvent, l'adulte va dire quelque chose, mais un arrière-pensée, un sous-texte. T'sais. L'enfant va te dire quelque chose sans vouloir rien en retour ou sans penser autre chose dans sa tête. Il va juste le dire, puis c'est ça. Mais la pureté de ça, ça touche les gens aussi. Peut-être que ce côté-là qui rallie le fait de vouloir toucher les gens et de garder son côté enfant, l'espèce de pureté. Richard, je vous remercie. On a passé un moment super agréable. Je trouve ça inspirant ce que vous êtes. Je trouve que votre expérience de vie, à la fois elle est simple, à la fois elle est humble et à la fois vous avez tellement de choses à raconter. Alors, merci aussi aux youtubeurs qui ont suivi cette émission. Vous pourrez retrouver les éléments en dessous de la vidéo. On mettra le plus de liens possible en direction de Richard Turcotte. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour tous ces Français et ces francophones qui vous regardent? En fait, à quiconque, là, je dirais, on vit des moments difficiles, mais ça dépend souvent de comment on le prend. On n'a pas le choix de vivre ce qu'on vit, mais on a le choix de trouver la façon qu'on négocie avec ça. Par contre, ça nous appartient. Donc, aussi bien se concentrer sur sur quoi on a un contrôle, de tout ce qui. J'ai des amis qui regardent les nouvelles puis qui ne sont pas contents, puis qui disent ouais, un tel, ouais, mais tu n'as pas de contrôle là-dessus. Comment toi, tu prends ça, puis qu'est-ce que tu en fais? Ça, concentre-toi là-dessus. C'est beaucoup plus petit, mais c'est beaucoup plus facile. C'est un focus, dans le fond.